Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui, sans faire de bruit, a complètement changé notre façon de voir le monde, que ce soit en biologie ou en ingénierie. C'est la théorie générale des systèmes. Imaginez un peu la scène, au début du XXe siècle. La science est au sommet de sa puissance. On peut prédire le mouvement des planètes à la seconde près. Et pourtant, comme le dit cette citation, les plus grands physiciens, avec leurs machines de calcul, étaient bloqués sur un problème qui semble ridicule. Prédire le comportement de 3 petits électrons. Comment est-ce possible ? Comment un électron pouvait-il savoir quoi faire alors que les meilleurs cerveaux du monde en étaient incapables ? Cette question, c'était le symptôme d'une véritable crise. Notre méthode, qui consistait à tout démonter, à tout analyser pièce par pièce, elle touchait à ses limites. Clairement, il nous manquait quelque chose de fondamental. Alors, pour comprendre la révolution qu'a été cette nouvelle théorie, il faut d'abord bien saisir le problème de départ. Et le problème, c'était que la science classique était une science des parties, complètement isolées les unes des autres. La vision du monde qui dominait à l'époque était mécanique. L'idée, c'était simple. Si on comprend chaque petit rouage d'une horloge, alors on comprend l'horloge. Le tout n'est que la somme de ses parties. Et pour les machines, ça marchait du tonnerre. Mais dès qu'on s'attaquait à un organisme vivant, à une économie ou même à un simple atome, cette approche s'effondrait. Le tout se mettait à agir de manière totalement imprévisible, d'une façon que la simple addition de ses composants ne pouvait absolument pas expliquer. C'est donc dans ce climat d'impasse intellectuelle qu'une perspective radicalement nouvelle a commencé à émerger. Une façon complètement différente de regarder la réalité. Et cette nouvelle perspective, on la doit en grande partie à un biologiste, Ludwig von Bertalanffy. En étudiant les organismes vivants, il a eu une révélation. Ça ne servait à rien de les décomposer. Il fallait faire l'inverse. Il fallait commencer par le tout, par l'organisation elle-même. Et ça nous amène au concept clé, le système. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas juste un tas de trucs. C'est un ensemble de relations. Pensez à une équipe de foot. On peut connaître les stats de chaque joueur sur le bout des doigts, ça ne nous dira jamais qui va gagner le match. Ce qui compte, ce sont leurs interactions, la stratégie, la communication, les relations entre les joueurs. Et c'est ça le point crucial. Les liens entre les parties créent des propriétés complètement nouvelles, des propriétés que les parties, toutes seules, n'auront jamais. Bon, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui rend ces systèmes si spéciaux ? Allons voir d'un peu plus près quelques-uns de leurs principes de fonctionnement. Une des idées les plus importantes, c'est celle de système ouvert. Contrairement à une expérience de chimie dans un bocal fermé, les systèmes les plus intéressants, et surtout les systèmes vivants, sont ouverts sur le monde. Ils sont dans un flux permanent. Pour exister, ils doivent constamment importer et exporter de la matière, de l'énergie, de l'information. La différence est flagrante quand on les met côte à côte. Les systèmes fermés, ils s'épuisent. Ils obéissent aux lois de la thermodynamique et finissent dans le désordre, dans l'entropie. Mais les systèmes ouverts, eux, peuvent carrément défier cette tendance. Ils peuvent s'auto-organiser, grandir et maintenir un niveau d'ordre très élevé, justement parce qu'ils puisent de l'énergie dans leur environnement. C'est en fait l'essence même de la vie. Et ça nous mène à un concept vraiment puissant, l'équifinalité. Dans une machine simple, si on change le point de départ, on change forcément le point d'arrivée. C'est mécanique. Mais dans un système ouvert, plein de chemins différents peuvent mener au même résultat. C'est un principe de régulation ultra robuste qui explique une bonne partie de la résilience qu'on voit partout dans la nature. Il faut bien comprendre que l'ambition de cette théorie était immense. Le but, ce n'était pas juste d'expliquer la biologie, non, c'était de trouver des lois, des principes communs qui s'appliqueraient à absolument tous les niveaux de la réalité. Pour visualiser un peu comment tout ça s'emboîte, on peut regarder cette hiérarchie proposée par l'économiste Kenneth Boulding. C'est un peu comme une échelle de la complexité. Tout en bas, on a les structures les plus simples, comme les atomes. Puis on monte d'un cran, les machines simples, comme une horloge. Puis encore un cran, les thermostats, les systèmes qui se régulent. Et on continue de monter, niveau par niveau, jusqu'à l'être humain, les sociétés, et même les systèmes purement abstraits comme le langage ou les maths. Chaque niveau a ses propres règles, tout en héritant de celles du dessous. C'est une sorte de carte de l'organisation de l'univers. Et l'impact de cette nouvelle façon de penser a été immédiat et partout. En ingénierie, par exemple, on a compris qu'on ne construisait pas juste un moteur, mais un système intégré, où l'opérateur humain, par exemple, était une partie tout aussi importante que les circuits. Pareil dans les sciences spéciales. On a commencé à voir une société non pas comme 1 million de personnes, mais comme un système complexe de relations, d'institutions et de cultures qui influencent le comportement de chacun. Même l'histoire a été réexaminée. Au lieu de se concentrer uniquement sur les grands hommes, on a commencé à chercher des schémas, des cycles, à voir les civilisations comme des systèmes qui naissent, grandissent et parfois meurent. L'enthousiasme était vraiment palpable. Pour vous donner une idée, à un congrès sur l'application de cette théorie en psychiatrie, 1500 personnes se sont présentées. La salle était bondée, les gens étaient debout. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, on avait un langage commun.
La psychiatrie pouvait enfin parler à la biologie, la sociologie, à l'ingénierie. C'était un véritable pont entre les disciplines. Mais, comme toute idée très puissante, la théorie des systèmes a aussi un côté plus sombre. Une mise en garde que son propre créateur a d'ailleurs prise très au sérieux. Voilà le danger. Quand on commence à tout voir comme un système à optimiser, on peut vite être tenté de voir les êtres humains comme de simples composants. Et l'humain, c'est un composant souvent inefficace, imprévisible, bref, un composant peu fiable. Et cette logique, elle peut mener tout droit à la déshumanisation. Le système devient la seule chose qui compte. Et l'individu, lui, doit s'adapter, se conformer, devenir un rouage prévisible et standardisé. La créativité, la spontanéité, l'originalité, tout ça devient des bugs à corriger, pas des trésors à cultiver. Von Bertalanffy lui-même a vu ce danger et nous a prévenus. Il a compris que si le grand système finit par écraser l'individu, il se condamne lui-même à terme. Parce que c'est l'individu et seulement lui qui est la source de la créativité, de l'innovation et des valeurs qui donnent un sens au système. C'est donc ça la question fondamentale que cette théorie nous laisse. Aujourd'hui, on vit dans un monde de systèmes incroyablement vastes et interconnectés. Comprendre comment ils fonctionnent, c'est devenu vital. Mais se souvenir pourquoi ils existent et qui ils sont censés servir, ça l'est encore plus. C'est la question qu'on doit tous se poser.